On va donc s'attaquer à l'échographie de l'épaule. Pour l'échographie de l'épaule, on va utiliser une sonde linéaire haute fréquence, en l'occurrence ici une sonde comprise entre 4 et 18 MHz. Je rappelle qu'en échographie ostéo-articulaire, on aura toujours une main posée sur la sonde et une main au niveau de l'appareil pour réaliser les réglages, et notamment au niveau de l'épaule, où les structures sont à des profondeurs assez différentes, et donc il va falloir régulièrement jouer sur la profondeur et la focale. On va donc tout d'abord placer la main de la patiente en supination, position neutre, coude au corps, et on va commencer par visualiser le tendon du lombiceps dans sa gouttière bicipitale. On va visualiser ce tendon de la partie proximale jusqu'à la partie distale. Et vous voyez que en descendant, nous allons voir passer à ce niveau-là le tendon du grand pectoral qui est localisé en regard de la jonction myotendineuse du lombiceps. On va remonter au niveau proximal et on va, en jouant sur l'anisotropie, essayer de voir le lombiceps jusqu'à sa portion horizontale. Donc vous voyez qu'à partir d'ici, le tendon va commencer à tourner, s'horizontaliser. Je vais donc incliner progressivement ma sonde pour rester bien transversale au tendon. On peut parfois demander également à la patiente de réaliser une petite rétropulsion de son épaule pour dégager au mieux le tendon du lombiceps. Après l'avoir visualisé en coupe transversale, nous pouvons le regarder en coupe longitudinale dans sa gouttière bicipitale. On peut parfois demander au patient de réaliser une petite antépulsion de son épaule pour mieux dégager le tendon du lombiceps dans la gouttière en coupe longitudinale. Et on le visualise jusqu'à sa jonction myotendineuse en distalité. Toujours dans la partie antérieure de l'épaule. On va cette fois-ci visualiser le tendon du subscapulaire, tendon qui est interne, qui va passer sous le processus coracoïde. Et pour bien le dégager et le visualiser, on va demander au patient de réaliser une rotation externe de son épaule, toujours coude au corps. On visualise bien l'insertion du subscapulaire et on va regarder la fibre tendineuse de haut en bas. Et on recherchera notamment des signes en faveur d'une tendinopathie du subscapulaire, par exemple un épaississement du tendon, une perte de la structure fibrillaire ou un aspect hétérogène. Et ne pas hésiter à aller jusqu'à la distalité, à l'insertion du subscapulaire au niveau de l'os, au niveau du tubercule mineur de l'humérus. À la recherche notamment d'anthésophytes qui sont très fréquents dans la population générale. Nous allons en profiter pour réaliser des manœuvres dynamiques de rotation interne et externe et visualiser le passage du subscapulaire sous le processus coracoïde, à la recherche notamment d'une bursite qui peut apparaître en cas de conflit antéro-interne de Gerber. Ce qui n'est pas le cas ici. Dans le compartiment antérieur de l'épaule, on va en profiter pour regarder et visualiser le ligament acromio-coracoïdien. On place donc la partie interne de notre sonde sur le processus coracoïde. Et on va incliner progressivement la sonde jusqu'à visualiser le ligament acromio-coracoïdien qu'on voit très bien ici. On n'hésite pas à mettre la focale un petit peu plus profondément, voire mettre un petit peu de profondeur pour voir les structures plus profondes. Et à faire des manœuvres dynamiques de rotation interne et externe sur une coupe longitudinale puis sur une coupe transversale du ligament acromio-coracoïdien. On recherchera notamment un bombement de ce ligament qui va parfois devenir convexe en cas de tendinopathie calcifiante ou de bursite sous-acromio-deltoïdienne. Sur la portion antérieure de l'épaule, on visualise l'articulation acromioclaviculaire qui peut être
le lieu d'une entorse acromioclaviculaire. On regarde le ligament acromioclaviculaire supérieur et la capsule. On pourra rechercher également des remaniements dégénératifs. On n'hésite pas à diminuer la profondeur, à modifier éventuellement la focale si besoin. On recherchera notamment une douleur élective au passage de la sonde, qui traduira bien une arthropathie acromioclaviculaire ou une entorse acromioclaviculaire. On recherchera un diastasis ou une instabilité en demandant au patient de réaliser une manœuvre de cross-arm de manière prudente, où elle va venir placer doucement sa main sur l'épaule opposée et on recherchera un diastasis. On pourra enfin rechercher le caractère congestif d'une éventuelle arthropathie acromioclaviculaire en plaçant le patient en fin d'examen en décubitus dorsal. Et le caractère congestif et la prise de signal Doppler au niveau de cette articulation pourra inciter à la réalisation d'un geste infiltratif acromioclaviculaire à ce niveau. Pour ce qui est de l'infiltration acromioclaviculaire, celle-ci pourra être réalisée en out of plane, de manière transversale à la sonde, où dans ce cas-là, on verra apparaître dans l'interligne articulaire l'aiguille sous forme d'un point hyperéchogène, ou en in plane. Dans ce cas-là, nous allons faire une rotation à 90 degrés de notre sonde d'échographie pour aller visualiser l'aspect d'olive noire de l'interligne articulaire, et on viendra par voie antérieure placer notre aiguille dans le même plan que notre sonde d'échographie. On poursuit l'analyse de l'épaule par la visualisation du tendon supraépineux. Le tendon supraépineux a une insertion verticale après son passage dans la fosse supraépineuse. C'est pourquoi la position de la sonde est très verticale à ce niveau-là. On demande au patient de positionner sa main en regard de la ceinture pour réaliser une rétropulsion d'épaule et donc dégager le tendon du supraépineux. Pour être sûr d'être bien longitudinal au tendon, on peut se référer et se repérer par rapport aux fibres du deltoïde qui doivent être bien parallèles, ce qui est le cas ici. On va visualiser le tendon, son insertion en forme de bec de perroquet, de la portion interne jusqu'à sa portion externe. On n'hésite pas, une fois qu'on l'a visualisé en coupe longitudinale, à le repérer également en coupe transversale pour visualiser les différents faisceaux et confirmer les lésions tendineuses éventuellement visualisées sur la coupe longitudinale. En superficie du tendon supraépineux, on visualise très bien la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui doit être inférieure à 2 mm. Elle est parfois siège d'un épanchement liquidien dans le cadre d'une bursopathie sous-acromio-deltoïdienne avec parfois une prise de signal Doppler. La bourse sous-acromio-deltoïdienne peut être un repère pour la réalisation d'une infiltration sous-acromiale, infiltration de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Pour cela, nous allons prendre une coupe transversale du supraépineux. La plupart du temps, nous allons allonger le patient en décubitus dorsal, lui demander toujours de placer sa main à l'arrière de la fesse en regard de la ceinture, et nous allons venir par voie latérale pour aller positionner notre aiguille biseau vers le bas au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Au niveau de cette coupe, on va en profiter pour repérer ce que l'on appelle l'intervalle des rotateurs, avec à la partie latérale le tendon du supraépineux en coupe transversale et à la partie interne le tendon du subscapulaire, avec entre ces deux tendons le tendon du long biceps en coupe transversale. On poursuit l'analyse de l'épaule par la visualisation du tendon infraépineux. Le tendon infraépineux va avoir une insertion très horizontale, contrairement au tendon supraépineux qui était, je le rappelle, vertical. On peut le repérer en cas de doute au niveau de son trajet dans la fosse infraépineuse et jusqu'à son insertion au niveau de l'humérus. Si on pivote notre sonde vers le bas, on tombera sur l'insertion du petit rond.
Pour l'analyse du tendon infraépineux, on n'hésite pas à placer le bras du patient en rotation interne et à placer sa main entre les genoux pour bien dégager le tendon infraépineux, qu'on visualisera donc selon son trajet très horizontal à son insertion humérale. On n'hésite pas, après avoir obtenu une coupe longitudinale, de réaliser une coupe transversale. Donc pour la région postérieure de l'épaule, la main de la patiente est placée sur son épaule opposée. Nous allons tout d'abord mettre un petit peu de profondeur et diminuer la focale pour aller visualiser l'articulation gléno-humérale. On visualise ici très bien la tête humérale à la partie droite de notre image et à gauche la glène avec entre les deux une structure triangulaire à la coupe, le labrum. En superficie de l'interligne gléno-humérale, on visualise très bien la jonction myotendineuse de l'infraépineux et ici le cartilage d'aspect hypoéchogène à la surface de la tête humérale. L'articulation gléno-humérale peut être intéressante à infiltrer en cas d'arthropathie gléno-humérale douloureuse ou de capsulite rétractile, et pour cela, le patient sera placé en décubitus latéral du côté opposé et nous allons venir avec notre aiguille, biseau vers le bas, poser l'aiguille en regard de l'interligne articulaire gléno-humérale à distance du labrum. Si on poursuit cette analyse médialement, on va visualiser la fosse spino-glénoïdienne dans laquelle passe le nerf suprascapulaire qui peut être le siège de compression. On termine l'analyse postérieure de l'épaule par l'analyse de la fosse supra- et infraépineuse. Au niveau de la fosse supraépineuse, on visualise ici très bien le muscle supraépineux avec à sa superficie le muscle trapèze. On descend et en dessous de l'épine de la scapula, la fosse infraépineuse avec le muscle infraépineux et à sa superficie, le deltoïde.